j'ai commencé avec ma souris à sélectionner toute la page avec tous les joueurs et j'ai essayé de la coller dans un Excel et je me suis rendu compte que tout rentrait parfaitement ligne par ligne, case par case et je me suis dit ok c'est parti, je me fais toute la L1, je la mets dans un Excel et je vais tous les contacter sur Instagram. Et donc j'ai contacté, tous les jours je contactais 30, 40, 50 joueurs de Ligue 1 en disant salut on a un site, on est paire limitée, si t'as besoin n'hésite pas. Et on a commencé à vendre une paire par jour, puis 2 paires par jour, puis 3 paires par jour à des joueurs de foot. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis avec Michael Holzman, le cofondateur avec David Benaïm de With The New. With The New qui est une marketplace de sneakers en édition limitée. J'ai dit Michael, ça m'est venu comme ça parce que mon directeur de création s'appelle Michael, on l'appelle tous Mike ou Michael au bureau. Salut Michael. Merci beaucoup de me recevoir. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Très très bien. Je suis très impatient de faire cet enregistrement et j'espère qu'il va vous plaire. J'en suis certain, chers auditeurs. On va parler de sneakers, on va parler d'édition limitée, on va parler de certification, on va parler d'authenticité. Vous êtes une incroyable petite start-up. Je dis petite, c'est un abus de langage parce que vous êtes créé en mars 2018, donc ça fait 3 ans. Ouais. Vous venez d'annoncer une levée de 8 millions d'euros. Et, 10, exactement. 10 millions ouais, tu vois. 10 millions d'euros et déjà plusieurs dizaines de millions d'euros de volume d'affaires, d'échanges sur la plateforme, avec cet objectif d'être sur un runway à 100 millions en fin d'année. Un runway, chers auditeurs, c'est pas évident, mais ça veut dire que si on prend le dernier mois, qu'on le multiplie par 12, ça fait 100 millions. Exactement. Et vous êtes en ligne pour réaliser cet objectif, c'est juste incroyable. C'est une belle histoire, puisqu'elle a commencé par une rencontre, on y viendra. Elle a commencé ensuite, quand la boîte s'est lancée dans le salon de David, à faire des paquets, à faire des essayages avec des clients qui venaient essayer les baskets. Exactement. Tu nous raconteras. Puis une belle accélération, puisqu'en 3 ans, vous faites un x3, x4 chaque année. C'est juste incroyable. Vous utilisez pas mal d'outils dont on va parler, notamment Alma, Nosto, parce que parfois, il peut y avoir des prix très très élevés sur des baskets. Tu nous raconteras. On va parler des insights marché. Et on parlera évidemment de la manière dont vous communiquez. Vous êtes très fort sur les réseaux sociaux. Vous avez une cible d'acheteurs qui a entre 16 et 30 ans. Ouais, une grosse partie de la clientèle, exactement. Grosse partie de la clientèle. Ça colle parfaitement avec certains réseaux sociaux dont on va parler. Tu nous raconteras comment vous les utilisez. Bienvenue. Merci. Tout un programme. La première question que je me pose... Alors, peut-être, c'est quoi With The New, avec tes mots ? Ouais, avec plaisir. With The New, on a une marketplace sur laquelle on vend toutes les paires de sneakers en édition limitée. Ce sont des paires de baskets qui, lorsqu'elles sortent en magasin et sur Internet, sont en rupture de stock immédiatement, tout simplement parce que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Donc les gens se battent pour avoir ces paires de baskets. Et la réalité du marché, c'est qu'une grande partie d'entre eux vont les revendre dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui suivent, pour faire de l'argent. Et donc, nous, on se positionne sur ce marché secondaire de la revente du neuf, qui est un marché qui historiquement est très fragmenté, et donc on travaille avec un réseau de revendeurs particuliers partout en Europe, auprès de qui on source les produits. Les produits vont des vendeurs vers chez nous, on s'assure qu'ils sont neufs, authentiques, sans défaut de fabrication, et ensuite on l'envoie au client final avec le petit packaging et l'expérience qui va avec. Donc voilà, ça c'est vraiment le métier historique de With The New, et aujourd'hui on gagne un peu en profondeur de catalogue, soit plus simplement que sur des sneakers ultra limités qui sont en rupture de stock dès qu'elles sortent. Il y a plein d'autres paires de baskets qui sont un peu difficiles à avoir au bout de quelques jours, quelques semaines, et sur lesquels on trouve qu'on a beaucoup de pertinence à se positionner. Et aussi sur un peu de streetwear, même si ce sont des verticales de produits sur lesquels on se développera un peu plus massivement dans les mois et les années qui viennent. Est-ce que vous avez du coup une capacité à faire des pricing ? Enfin, c'est un marché d'investissement. En vrai, c'est ces files d'attente qu'on voit devant certains magasins tous les 3 mois ou tous les 2 mois, je sais pas, quand il y a une paire qui sort. C'est devenu un marché d'investissement. J'ai envie de dire que historiquement, c'était un marché un peu de passionnés. Mais c'est vrai qu'avec la démocratisation du phénomène sneakers, le fait que ce soit
quelque chose de très américain, puis quelque chose de mondial, initialement un marché de niche et maintenant quelque chose qui se démocratise, tout le monde se rend compte de l'opportunité financière qu'il peut y avoir à avoir une paire de baskets limitée et à la revendre. Donc c'est devenu un marché. Et donc sur les prix, We The New, c'est pas nous qui fixons directement les prix, c'est plutôt le marché. Et le marché, c'est combien de paires sont disponibles et combien de personnes sont prêtes à acheter cette paire de baskets à un certain prix. Et donc nous, derrière, on essaye de proposer le prix le plus attractif pour le client pour qu'on puisse le sourcer au juste prix, faire tout notre travail d'authentifier la paire, les expéditions, parce que mine de rien, il y a 2 expéditions à payer, du vendeur vers chez nous, de chez nous vers le client. Il y a tout le travail d'authentification. Et donc l'idée, c'est de prendre une commission qui est raisonnable et qui nous permet de proposer un prix intéressant pour le client final qui lui a un super service, des échanges, des retours, du paiement plusieurs fois, un numéro de téléphone auquel il peut nous appeler, et le vendeur qui historiquement vendait sur Le Bon Coin, sur des groupes Facebook, et donc qui vend pas forcément au même prix que nous parce qu'il n'a pas la même proposition de valeur. Et donc on essaye de prendre un cut pas trop important pour que le vendeur vende à un prix intéressant et le client paye un prix compétitif. Ok, plutôt B2B ou B2C ? Qui vous vend, le côté vendeur ? Ouais, le côté vendeur. Aujourd'hui, on a quand même une majorité de nos vendeurs qui sont des vendeurs particuliers. Ça doit représenter à peu près, en nombre de vendeurs, 90%, en volume plutôt 60%. Et donc les 10% restants sont des professionnels et les 40% restants du volume sont faits par des professionnels. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de particuliers qui... Tu m'as dit 60-40. Hein. Ouais, 60-40 en termes de volume, exactement. C'est des proportions qui sont vraiment amenées à évoluer selon les typologies de produits que tu vends. Si tu vends vraiment que du ultra limité, c'est que des particuliers parce que il n'y a pas de professionnels qui ont beaucoup de volume, ou du moins c'est un nombre très limité de personnes. Et quand tu commences à faire des produits qui sont ce que nous on appelle à la mode et demandé, un peu moins limités, là derrière tu peux avoir plus de vendeurs professionnels parce que ils trouvent un intérêt à travailler avec toi. Donc voilà l'équilibre qu'on a. Et aujourd'hui, on travaille véritablement avec des vendeurs partout en Europe. On n'a qu'un tiers de nos vendeurs qui sont français. Sinon, ils sont répartis dans le reste de l'Europe. Ça peut être des Italiens, des Polonais, des Allemands, des Espagnols. Historiquement, beaucoup de vendeurs aussi au UK. Alors là, avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué, mais bon, on attend fermement l'accord de libre-échange entre le UK et l'Europe. Mais voilà, c'est vraiment, on a déjà une supply qui est européenne. L'objectif, c'est de gagner un peu de diversité en termes de clients, mais ça on pourra en reparler. Je vais peut-être poser des questions idiotes et de néophytes, mais déjà je vous conseille, si le sujet vous intéresse, chers auditeurs, il y a un guerre de business qui est passionnant, qui est Nike contre Adidas en 6 épisodes, qui raconte pas mal de choses, et c'est un sujet que je trouve passionnant, mais là il y a un truc qui m'interpelle. Donc tu dis que 40% pour l'instant de tes vendeurs sont des professionnels. Ce sont des boutiques ou des particuliers professionnels ? Alors souvent, ce sont des particuliers qui ont professionnalisé leur activité. Leur métier, c'est d'acheter des baskets neuves, les laisser sous blister, sous emballage, pour les revendre ensuite, quoi. Exactement. C'est un vrai métier de pas d'investissement, mais de comment on appelle ça, de spéculation, quoi. Oui, ou même d'achat-revente. Okay. Quand tu prends pour comprendre comment peuvent opérer certains vendeurs professionnels, il faut aussi comprendre quelles sont les typologies de vendeurs particuliers. Dans les vendeurs particuliers, tu vas avoir celui qui réussit à avoir une paire de baskets de temps en temps, juste parce qu'il joue au tirage au sort, et son copain lui a dit « Tiens, essaye d'avoir cette paire de baskets ». Et cette personne-là, en général, elle va la revendre à la sortie du magasin parce qu'elle n'a pas envie de s'embêter, elle veut juste gagner ses 50 € pour profiter le week-end. Souvent, la personne à qui elle la revend, c'est quelqu'un qui fait ça de manière professionnelle, et dont le job, c'est pas forcément d'avoir des dizaines de paires auprès d'un magasin ou d'un site internet, parce que c'est très très difficile, mais plutôt de racheter au meilleur prix auprès des particuliers, de faire une petite marge entre le particulier à qui il rachète et nous directement. Ça, c'est une première typologie de vendeurs professionnels. Tu auras une autre typologie de vendeurs professionnels qui vont avoir accès par le réseau, par des contacts, à un peu plus d'éditions limitées dès le moment où elles sortent. Donc derrière, ils peuvent te vendre 10, 20, 30, 40 paires. T'as des gens qui vont être bons en info. Et qui sont ces gens-là ? Qui fait le sourcing ? Parce que le maillon d'avant dans la chaîne de valeur, c'est donc la boutique, ou le revendeur qui va arriver à avoir ses X dizaines de paires. Les magasins font pas forcément sortir toutes les paires par la porte de devant. Donc Nike fait quand même un gros job pour éviter que ça arrive, mais parfois c'est pas le cas. Et en plus de ça, ils peuvent aussi travailler directement dans des groupements d'achat, ce genre de choses, et avoir accès à un petit peu de stock. Donc voilà, en général, ce sont quand même des gens qui rachètent auprès d'autres particuliers en quantité, soit gardent un peu pour faire de la plus-value, soit
revendre juste après. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de typologies de vendeurs. Et après, sur des éditions moins limitées, il peut y avoir éventuellement des boutiques directement qui décident de revendre. Donc ça dépend. Et dernier point avant de revenir un peu à la genèse de lancement qui est une étape assez fun. Sur le pricing, tu m'as dit évidemment c'est le marché qui régule, vous êtes une marketplace, vous devez avoir des indicateurs, comment est-ce que vous sourcez, comment est-ce qu'on sait combien vaut une Air Jordan Mid qui vient de sortir ou High? Alors nous on a développé un algorithme de pricing en interne Okay. Qui vient récupérer soit de l'information sur d'autres sites qui font aussi de l'achat et de la revente et qu'on vient surtout augmenter de toutes nos données d'achat. Parce qu'aujourd'hui, on rachète des centaines de paires de baskets tous les jours. On sait combien on paye pour chaque paire dans chaque taille. Donc, c'est toujours, on va dire, différents coefficients en fonction des autres prix qui sont pratiqués sur d'autres plateformes et surtout de nos données d'achat à nous, en interne, qui nous permettent de venir fixer le juste prix pour une paire de baskets. Mais voilà, c'est le marché qui vient définir le prix d'une paire de baskets dans une taille, qui évolue chaque jour, chaque semaine. Et ensuite, nous, derrière, on essaye de l'augmenter de notre expérience chez We The New pour nos achats. Et c'est ça qui nous permet de faire le pricing des paires de sneakers. Hyper intéressant. Il y a un enjeu de scalabilité aussi, parce que tes paires elles sont uniques. Ou oui. pas? Alors, ça va vraiment dépendre des typologies de sneakers. Quand on parle d'une paire en édition limitée, on considère que c'est une paire de baskets qui est produite à quelques dizaines de milliers d'exemplaires pour l'Europe. Sachant qu'il y a quand même 3 zones dans la tête des marques, d'un Adidas, d'un Nike, d'un Jordan. C'est les États-Unis, ou les Amériques si on veut, mais le gros du marché, ce sont les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Et donc, on parle en général de quelques dizaines de milliers de paires pour l'Europe. Donc, c'est limité, mais pas tant limité que ça. Il y a quand même de la supply. Et ensuite, tu as toutes les paires de baskets qui sont un peu moins limitées, qui sont à la mode et demandées, qui sont devenues vraiment une grosse part du chiffre d'affaires chez We The New. Et là, on parle de centaines de milliers d'exemplaires, voire parfois un peu plus d'1 million. Donc tu peux avoir un peu de profondeur ou de large, exactement. De variation, de couleur, de taille. Ok, voilà. Compris. Hyper intéressant, j'ai encore plein d'autres questions. La concurrence sur ce marché, elle est comment? Et la taille du marché, ça me paraît être un marché de niche. C'est un marché qui est quand même assez gros. Pour donner 2-3 chiffres, si on prend que le marché de la revente de sneakers limités, c'est plusieurs milliards, voire on a passé la barre des 10 milliards de volume d'affaires l'année dernière. Et les prévisions sont que disent que le marché fera à peu près 30 milliards à horizon 2030. Donc c'est vraiment un marché qui grossit à vitesse grand V, plus que le marché des sneakers simplement. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se positionne plus que sur le marché de la revente. Il y a aussi le marché, j'ai envie de dire, du retail. Et là, c'est un marché qui pèse, je crois, un peu plus de 150 milliards à l'échelle mondiale. Donc, c'est quelque chose qui est énorme. Et donc, en termes de concurrence, tu as quand même des gros acteurs internationaux qui se développent extrêmement bien. On pourrait citer StockX, par exemple, qui a un positionnement très, très différent de We The New. StockX, il se présente comme la bourse des biens matériels. Quand tu arrives, c'est the stock market of things. Et je trouve que c'est très bien. Eux, ils bâtissent leur valeur ajoutée sur le fait de dire que les gens achètent au juste prix et c'est un peu une bourse, etc. Chez We The New, on a un positionnement très très différent qui est beaucoup plus sur l'expérience et le service. Et StockX avait dès le début des sneakers? StockX, ils ont commencé par des sneakers. Ouais. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de verticales, le streetwear, les collectibles, toute la partie maroquinerie, les montres. Même si la sneaker, ça reste j'ai envie de dire, le premier segment de produit qui est vendu sur la marketplace. C'est une boîte qui fait quelques milliards de volume d'affaires, qui a levé plusieurs centaines de millions, mais qui, aujourd'hui, a une expérience d'achat qui, pour moi, est très bien pour vraiment les passionnés. Mais quand on n'est pas un passionné qui connaît sur le bout des doigts sa taille dans tous les modèles, c'est pas forcément l'idéal. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de retour. Quand on dépense 300 ou 400 euros, ça peut être embêtant parfois, sachant qu'une paire de Jordan taille pas pareil qu'une paire de Converse ou qu'une paire de Yeezy. En plus de ça, il y a un service client qui est peu présent, on va dire, mais qui est disponible si on cherche un petit peu. Quand nous, on va vraiment essayer d'accompagner, de conseiller le client, il y a des échanges et des retours. On est les seuls à proposer ce service-là sur le marché des sneakers en édition limitée, même si c'est probablement le service de base sur un e-commerce. Alors ça paraît évident, mais vous êtes sur un marché où le prix du neuf, le prix du pas porté est quand même hyper intéressant. Le premium, si tu veux. Ouais, complètement. Du coup, tu arrives quand même à réécouler des retours. Oui. Y a d'un point de critères, j'imagine, c'est ça? Alors non, pour les retours, on accepte 2 semaines et produit non porté. S'il a été essayé, on veut bien faire un retour et
on est OK pour faire un échange. Mais derrière, on a deux choses qui nous permettent de proposer ces échanges-là et qui, d'un point de vue économique, sont intéressants. La première, c'est qu'en général, les produits qu'on vend sur la marketplace prennent de la valeur avec le temps. Donc on porte un risque sur le stock qui est en général extrêmement limité. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune paire de baskets sur lesquelles on perd de l'argent, mais la quasi-totalité du temps, entre le moment où on a la paire et le moment où on la vend, elle a pris de la valeur. Donc ça, c'est le premier élément qui fait qu'on est assez tranquille sur le fait de porter le stock. Le deuxième élément important, c'est qu'on pense que c'est un service qui a de la valeur aux yeux du client et qu'on a envie de proposer et qui fait partie du positionnement qu'on veut avoir chez With You, qui est de dire aux gens, venez acheter chez nous en toute confiance et vous dire que s'il y a le moindre problème, on répondra à vos questions et vous aurez aucun problème sur le fait d'acheter chez nous. Et on pense que c'est quelque chose qui est hyper important côté client, surtout quand on achète un produit qui coûte 200, 250, 300 euros sur Internet, que c'est un premier achat. On veut vraiment que les gens, quand ils viennent sur le site et qu'ils passent commande, ils se disent, si j'ai le moindre problème avec ma commande, ils auront une solution pour moi et ça se passera bien. Ouais, qu'ils soient en confiance. Voilà, exactement. Surtout que 300 balles à 16 ans... Ouais, ça fait cher. Pour beaucoup, c'est Il faut soit gagner un peu d'argent de poche, soit attendre son anniversaire. Hyper intéressant. Tout ça a commencé par une rencontre de David et toi. Exactement. En prépa. Exactement. C'est très romantique la manière dont tu l'as présenté. Mais ouais, globalement, on arrive en prépa qui est un univers relativement sérieux où ça bosse tout le temps. Et David et moi, on s'est rencontrés, on a sympathisé hyper vite parce que déjà, on avait tous les deux une paire de baskets un peu sympa, donc on a compris qu'on aimait les mêmes choses. On écoutait la même musique. Là-dessus, on n'est pas très loin de l'univers sneakers avec du hip-hop, du rap, toutes ces choses-là. Et on adorait le basket. Donc, on faisait des 1 contre 1 le week-end. C'était toujours qui est-ce qui allait gagner, etc. Et donc, on est devenus potes, on partageait les mêmes centres d'intérêt. Et on a fait une prépa, on a fait une école de commerce et on avait une vision assez similaire de ce qu'on voulait pour notre vie professionnelle. C'était votre première boîte ? Enfin, vous aviez déjà eu des expériences avant ou pas ? De création ? De business ? Non. Le seul business qu'on a fait, lui et moi, on a toujours fait un peu de business, mais plutôt en tant que, étudiant, essayer de gagner un peu d'argent. Donc, on achetait, on vendait des paires de baskets depuis qu'on était ado. C'était ça un peu notre business, notre premier business. Et donc, on l'a fait quand on était au lycée, on l'a fait quand on était en prépa, on a continué à le faire quand on était en école de commerce. Et justement, on a vu l'émergence d'acteurs aux États-Unis sur ce marché-là qui grandissait extrêmement vite. Et on avait vraiment le sentiment qu'on avait une expertise sur notre marché, qu'on était déjà à l'interface de deux mondes, entre nos amis qui nous demandaient quand ils voulaient une paire de baskets limitée parce qu'ils ne savaient pas où l'acheter, et les communautés de passionnés, auprès de qui nous, on savait trouver des paires de baskets, les authentifier et ensuite les revendre. Parce qu'il faut voir que quand même 2017, à cette époque-là, quand tu voulais t'acheter une paire de baskets en édition limitée, le site de référence c'était Le Bon Coin. Il fallait scroller parmi des dizaines d'annonces, trouver le vendeur dans ta taille, le négocier, le voir au coin de la rue, le payer en espèces, s'assurer que c'était la bonne pointure, que la paire elle était vraie et qu'elle n'avait pas été portée. Donc pour un produit à 300 €, l'expérience en face, elle était peut-être pas forcément au top. Et donc on s'est dit, ça aurait beaucoup de sens de créer une expérience et un service qui est à la hauteur des produits qu'on vend. Et donc d'essayer de créer quelque chose d'uniformisé. Un peu l'expérience et le service quand on achète une paire de baskets en édition limitée sur un marché qui historiquement était très très fragmenté. Donc c'est un peu avec cette idée-là qu'on a commencé With You. Surtout que vous avez commencé d'autres jobs, enfin vous avez fait d'autres jobs avant de vous lancer. Ouais, alors Dave, je crois que c'est juste un stage. Ok. Un seul stage avant de monter une boîte, donc chapeau bas parce qu'il s'en tire très 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 bien au quotidien. Respect. Et moi c'est pas beaucoup plus, c'est deux stages mais qui étaient très très intéressants et qui nous ont aussi permis de trouver de la complémentarité dans nos missions. Tu vois, on est cofondateur, co-CEO. C'est peut-être pas le schéma le plus classique. Et on a tous les deux fait une prépa, une école de commerce. Donc tu vois, sur le papier, on a globalement des parcours assez similaires. Et on t'a toujours dit, entre cofondateurs, il faut des gens complémentaires. Ouais. Et la réalité, c'est qu'on est hyper complémentaires dans le job. Lui, il adore toute la partie brand, toute la partie identité, e-commerce. Quand moi j'aime bien les sujets un peu plus financiers ou croissance ou business, donc on a vraiment, tu vois, des sujets et des attraits et des centres d'intérêt qui évidemment sont communs parce qu'on monte cette boîte ensemble, mais d'un point de vue un peu plus pro, on s'équilibre vachement bien et on a la chance d'aimer faire des choses qui sont un peu différentes dans une boîte. Et donc je pense que c'est ce qui fait que ça marche bien. Et pour parler de cette histoire de co-CEO, parce que je pense que c'est intéressant, ça nous permet de vachement se challenger l'un et l'autre.
Et donc de peut-être faire un petit peu moins d'erreurs et peut-être d'aller aussi un petit peu plus vite parce que tout le monde est légitime de prendre la décision et l'autre se fait toujours un peu l'avocat du diable. Et décision, tu vois, qui est pas évidente au début, mais qui aujourd'hui nous va bien. Alors on a la chance d'avoir une relation ultra équilibrée et ça se passe vraiment bien, mais je pense que c'est une des forces de la boîte. C'est intéressant. Mais il y a quand même une répartition des rôles? Ah oui, bien sûr. Non mais co-CEO, on peut vous demander à chacun n'importe quoi ou il y a des territoires de... Ah oui, on a chacun les sujets sur lesquels on est en lead, si je puis dire. Donc les sujets, pour être un tout petit peu cliché me concernant, ça va être tous les sujets qui sont financiers. Dès que ça touche un peu à l'argent, etc., on va venir me demander. Sur toute la partie croissance, atteindre des objectifs, des chiffres d'affaires. Et donc, ça va être les activations que tu vas faire sur le site, ça va être les promotions qu'on fait, ça va être les budgets d'acquisition, ça va être combien on peut mettre sur de l'influence. Toutes ces choses-là, on va venir me voir un petit peu plus. Je gère aussi toute la partie recrutement, même si aujourd'hui, on commence à avoir des gens qui la gèrent en interne. Marketing, donc, finance, RH. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un peu les trois. Je ne l'ai pas dit en intro, hein, mais vous êtes 60 à date, c'est ça? Ouais, exactement. On est une soixantaine là dans la boîte. Donc, marketing, finance, RH. Voilà. Pour toi. Marketing, on se le split pas mal avec David. Moi, c'est marketing business, marketing identité brand, c'est David. Et donc, tous les sujets qui sont brand, David les gère. Donc, on sait que c'est avec lui qu'on va décider. Il faut que je me souvienne bien de toutes ces missions parce qu'il en a beaucoup. Donc, il bosse beaucoup sur la tech en ce moment aussi. Okay. Donc, il a un peu cette casquette de product owner. Mais voilà, en fait, on a un peu chacun nos sujets sur lesquels les gens savent que on est en tant que respo là-dessus. Tout le monde sait qu'on est co-CEO. Et c'est la personne à qui on vient demander. Et quand on vient me poser une question sur est-ce qu'on travaille avec elle en influence ou lui en influence, déjà on me la pose quasiment jamais cette question, mais la première chose que je dis c'est tu vois avec Dave, c'est lui qui gère ça, ou j'ai envie de bosser sur cette partie de la stratégie média, ou regarde avec Dave, c'est lui qui gère ça, sur à quoi doivent ressembler les visuels, ce qu'on partage sur le site, sur le truc, sur le machin. Je donne mon avis, mais je sais que celui qui a le mot final, c'est Dave aussi. Donc on est vachement à l'aise sur le fait de savoir que l'autre est meilleur sur certains sujets que nous. Et donc, c'est comme ça qu'on bosse. Très bien, très bien. 27 ans, c'est une belle maturité quand même. Vous avez 27 ans tous les deux, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, l'enseignement, pardon. Je reprends un peu de hauteur et je reviens en arrière. Ton enseignement et ton conseil au moment où vous lancez, c'est quoi? C'est qu'il y a une belle équation avec deux mecs qui se connaissent bien, qui partagent des passions. Mais mine de rien, vous avez l'envie d'entreprendre, la même vision. Et vous connaissez déjà quand même très très bien ce milieu. Oui. Ce que je me suis dit, et je pense qu'avec David, on avait un peu la même idée en tête, c'est que on sentait qu'on avait une expertise sur un marché que peu de gens avaient, et qu'en plus de ça, on comprenait le pain du client, et qu'on avait une idée d'une des solutions qu'on pouvait leur apporter. Donc ça, c'était vraiment... je sais pas, dans ma tête, je me suis toujours dit, il faut capitaliser sur les choses que tu sais bien faire. Et le marché des sneakers, on le connaissait mieux que les autres. Alors pas forcément que les passionnés qui le connaissent extrêmement bien, mais on le connaissait mieux que nos amis. Et on pensait aussi savoir quelle solution proposer pour créer de la valeur sur ce marché-là. Avec l'expertise de connaissance du marché, de comment on source les produits, comment on les authentifie. Ça, c'était très fort. Et la troisième variable qui était très importante pour nous, c'est que surtout, on voyait l'essor d'autres acteurs sur un marché qui était en train d'exploser. Et on était assez convaincus que le marché allait continuer de se démocratiser. Donc on s'est dit... il y a un marché qui est en pleine croissance, avec des boîtes qui se montent, qui marchent bien. On connaît très bien ce marché-là. Ça nous ferait super plaisir de bosser dessus. Ça, c'est quand même important parce que, pour faire l'histoire assez courte, on a bossé 1 an et demi sans se payer. Donc, il faut quand même trouver la motivation. Et voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est connaître le marché, voir qu'il se développe bien, penser être capable d'apporter une solution, voir qu'il y a des acteurs qui se positionnent dessus et qui ont une belle croissance, pas en Europe. Donc ça, c'était cool pour nous. On s'est dit, allez, il faut qu'on essaye. Au moins qu'on essaye. C'est sûr qu'il y a eu, en tout cas chez moi, souvent la question de me dire est-ce que je me lance en sortant d'école de commerce alors que globalement, j'ai pas trop d'expérience. Dans les faits... mon conseil maintenant, c'est lancez-vous à 5 milliards de %. Au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. Toujours cette histoire de pression sociale, de trucs, de machin. Là où il y en a le moins, c'est quand on finit ses études.
Je suis assez d'accord. Tu avais une pression, toi, de la part de tes parents ou pas? Tes parents sont entrepreneurs, non? On est complètement sorti du sujet e-commerce. Non, mais pas de souci. Alors, pas trop entrepreneur. Mon père, mais bon, il avait une pharmacie, donc on peut considérer que c'est entrepreneur, peut-être pas comme les gens l'entendent aujourd'hui en 2021. Mais bon, il avait ça. Et ma mère, non, un job plus classique. Pas de pression, mes parents. J'ai une chance inouïe d'avoir des parents qui m'ont poussé pour faire des études, mais m'ont toujours dit fais quelque chose qui te plaît, quoi. Et qui m'ont toujours dit être heureux, c'est le plus important. Et donc, avec tout ce que ça peut comporter de gagner un peu d'argent, pas d'argent, etc. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui m'a peut-être permis de me décider de me lancer et de me dire ça, c'est probablement un truc dans lequel je vais m'éclater. Si ça marche, ce sera exceptionnel. Et si ça marche pas, j'aurai aucun regret parce que j'aurai essayé. Je trouverai le truc d'après qui me fera plaisir. Donc voilà, mais les études, avec du recul, Dieu merci. Hein. Oui, J'étais pas bon à l'école. Ouais, j'étais pas bon à l'école. Heureusement que j'ai fait une prépa. Ça m'a appris à travailler, à m'organiser, prioriser des sujets, à manager un tout petit peu. On peut dire tout le mal qu'on veut sur les écoles de commerce. Ça nous apprend un petit peu à gérer des gens. Quelques notions, toutes ces choses-là. La prépa, c'est des moments qui sont difficiles, mais dans lesquels on apprend à gérer beaucoup de travail qu'on doit faire en peu de temps. Donc on apprend à s'organiser, prioriser. On comprend là où on est bon, là où on est mauvais. Ça permet aussi de rehausser là où on n'était pas très fort. Pour l'anecdote, moi je devais pas avoir mon brevet quand j'étais au collège. Donc finir en école de commerce au DENSIA, qui est peut-être pas la meilleure. Pour l'anecdote, ça dit quoi? J'ai pas compris, pardon. Je devais pas avoir mon brevet. Okay. Enfin, j'étais très 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 mauvais quand j'étais petit, et donc il y avait quand même des lacunes à rattraper. Et donc très 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 content d'avoir fait des études. Et j'ai rencontré David. J'ai rencontré ma copine, ce qui est quand même très très cool aussi, avec qui je suis toujours. Et ça m'a appris à avoir de la rigueur. Ça m'a appris à avoir de la rigueur, ça m'a appris à travailler, ça m'a appris à m'organiser, ça m'a appris à comprendre que travailler 12 heures par jour, c'est pas si grave. Et j'ai aussi appris à me dire que si je faisais tout ce travail-là, c'est peut-être aussi ce qui pouvait me permettre d'avoir ce luxe de me lancer et de me dire au pire, si ça marche pas, je sais que je trouverai un job parce que j'ai fait des bonnes études et plein de boîtes qui recrutent des gens qui ont fait une école comme la mienne. Excuse-moi. Hyper intéressant. J'étais en train de me dire on pourrait aller très très loin encore. J'allais te poser les questions, par exemple, quelles sont les valeurs? Tu vas travailler 2 heures par jour, c'est pas grave. Quelles sont les valeurs que vous avez encore aujourd'hui chez With The New que tu as appris? Mais on avance, sinon on va y passer des heures. Je te réinviterai pour un catch-up. On parlera. Avec plaisir. Donc les étoiles sont alignées, vous vous lancez, vous commencez dans le salon de chez David. Il faut un nom. Pourquoi With The New? Alors, parce que le .com était libre. Exactement, même le .fr. Une des très grosses influences dans la sneakers, et particulièrement quand on a commencé, c'était Kanye West. Il a signé avec Adidas il y a maintenant, je crois, 5 ou 6 ans. Ils ont signé une collection qui s'appelle Yeezy, qui vraiment, quand on a commencé, c'était la basket qui se revendait. Et pour te donner, tu vois, 1 ou 2 éléments assez amusants, il a commencé avec Nike. Ça s'est pas très bien passé avec Nike, même s'ils avaient sorti une paire de baskets qui s'appelle Yeezy de Red October, que David avait eu. Moi, j'avais pas eu cette chance. Coûtait 160 €, ça s'est vendu 3 000 € à l'époque. Ça vaut 10 ou 15 000 maintenant. C'est vraiment, c'est au musée de la basket. 9. Même d'occasion, ça vaut encore des milliers d'euros. Et ensuite, il est parti chez Adidas et ils ont commencé à faire quelques baskets. Enfin bref, c'était vraiment au début de With The New et quand on réfléchissait. Et pendant une interview, il disait Hip Hop is the new rock and roll with the new rock stars. Et With the new. Okay. Exactement. Et donc ce qu'il voulait dire, et chose dont je pense que tout le monde est assez d'accord, c'est que ce qui aujourd'hui fait un peu la culture chez les jeunes, ou cette culture urbaine, enfin la culture urbaine est devenue un peu la culture de référence. Et donc ce hip hop is the new rock and roll with the new rock stars, on s'est dit with the new ça sonne vachement bien. Et vraiment à la genèse, David avait l'idée de sortir une marketplace sur laquelle on avait proposé toutes les nouvelles marques en vogue. Et donc ce With The New est encore plus pertinent pour ce projet. Et quand on est passé sur With The New Sneakers, en fait on aimait bien toute la connotation qu'il y avait derrière. Et on a réfléchi à un autre nom qui sonnait plus sneakers. Mais ce qui était intéressant, c'est de se dire qu'on n'allait pas être enfermé dans une catégorie de produits. Et que demain, si on veut faire du streetwear, si on veut faire des accessoires, si on veut faire les collectibles, on peut faire. Et il y a un côté intemporel avec ce With The New que moi je trouve aussi super intéressant. Donc on l'a gardé, on l'a adopté. Les Français parfois nous appellent With The New, OUIZENOUI. Est-ce que vous l'avez aussi le nom de domaine ou pas? On l'a pas acheté celui-là. On aurait peut-être dû l'acheter.
on pourrait faire un site troll with the new. Mais non, voilà, en vrai, c'est comme ça qu'est venu with the new. On a monté une boîte qui s'appelle WeFlash, qui est devenue Ocus, qui est l'un des meilleurs acteurs de la photo professionnelle en place de marché. Et ça s'appelait WeFlash au début, avant de s'appeler Ocus. Et WeFlash, on avait le WE et le OUI au cas où, tu vois. Ouais, il faut. Ouais. Super, comment vous commencez ? On commence par des night sessions après les cours pour réfléchir à quoi va ressembler With the New. Parce qu'au début, on ne savait pas du tout à quel point on voulait que ce soit sérieux. On a commencé à bosser le projet à la fin de nos études. Mais la première matérialisation du projet, c'est l'abonnement Shopify à, je ne sais pas combien c'était à l'époque, mais 39 ou 49 euros par mois. Et à jouer à, en gros, ça ressemble à quoi un site internet, on met quoi, où, à quel endroit. Et vraiment, David avait cette casquette-là, de savoir à quoi allaient ressembler les sites internet. Donc on a pris, pour l'anecdote, on est toujours sur Shopify. Alors on a développé toute la partie back-office, parce que Shopify, c'est une solution e-commerce. Donc c'est très bien pour la partie client, mais tu n'as pas la partie vendeur. Nous, une marketplace, on a autant de vendeurs que de clients. Donc c'est hyper important. Mais pour l'anecdote, on a acheté un thème Shopify qui coûtait quelques centaines d'euros pour avoir un super front, un truc vraiment joli qu'on pouvait customiser. On l'a encore aujourd'hui. Donc je pense que ce sont les 500 euros les mieux investis de l'histoire de With the New. Alors là, on retravaille sur le front d'ici la fin d'année. Mais voilà, donc c'était vraiment OK, à quoi va ressembler le site, comment on fait pour faire un site joli sur lequel on a une expérience simple, fluide, avec du service. Et c'était vraiment l'idée de base. Et ensuite, on a fait des prêts étudiants, quoi, parce qu'il fallait un peu d'argent pour acheter les premières paires, parce qu'il faut avoir un peu de stock pour le mettre sur le site. Et donc, on a fait tous les deux des prêts étudiants qui, en réalité, nous ont permis à faire du stock. Donc, on a emprunté 20 000 euros chacun. On a acheté des paires de baskets. Ça, vous aviez déjà le réseau. La partie sourcing, vous la maîtrisiez ? La partie sourcing, on la maîtrisait. Okay. Véritablement, on achetait sur les groupes Facebook, qui était l'endroit où tous les passionnés qui achètent, qui revendent, qui parlent des dernières sorties se réunissaient. T'en as partout en Europe des groupes Facebook qui réunissent des dizaines, voire des centaines de milliers de membres. Et donc ça, toute la partie sourcing, on savait faire. C'était pas le problème. La première chose qu'on devait apprendre, c'était créer une expérience e-commerce simple, claire, intuitive, sur lesquelles les gens allaient pouvoir acheter leur paire de baskets. Évidemment, faire le pricing. Donc bon, la V1 du pricing, je ne vais pas en parler, on n'était vraiment pas très bon à l'époque. Mais voilà. Justement, dis-nous comment ça a évolué. Aujourd'hui, il y a un algo, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Ouais, aujourd'hui, il y a un algo. Avant, c'était... on regardait combien on achetait les dernières paires, on essayait de se pricer à peu près un petit peu au-dessus de ça, histoire de faire une petite marge. Mais voilà, c'était un peu plus au doigt mouillé. L'idée, c'était de rester compétitif, mais quand même de faire de la marge. Donc parfois, on en faisait, parfois, on n'en faisait pas, parfois, on en faisait trop. Mais voilà, on avait 1 ou 2 clients par jour, ou quelques clients par semaine. C'était vraiment les prémices du projet. Et donc, on a commencé chez David, entre la cuisine et le salon. On avait le stock dans le salon. Les clients, parfois, qui venaient essayer les paires physiquement. Les premiers stagiaires qui venaient bosser dans la cuisine. Et au début, c'était difficile parce que on avait un site e-commerce. C'était la première fois qu'on avait un site. On ne savait pas comment avoir de clients. Donc, on essayait de mettre des petits budgets sur Google, Facebook, mais on n'avait même pas trop d'argent pour mettre des petits budgets. Donc, vraiment, si je te raconte les histoires, David, il allait dans un barbeur. Donc, il disait à son barbeur, écoute, dis à tous tes clients que je peux avoir des paires. On essayait de leur laisser une paire de baskets, tu vois, sur le petit meuble à côté de la caisse. L'autre truc amusant qu'on a fait, on s'était dit, OK, moi, j'avais fait 2 stages plutôt en bizdev, dans des boîtes, mais bizdev assez sérieux. Et la seule chose que j'avais vraiment appris à faire, c'était à vendre quelque chose. Donc c'est bien, on vendait quelque chose encore une fois. C'était un e-commerce, c'était pas du B2B. Mais donc je m'étais dit, tiens, c'est quoi le cœur de cible ? Vraiment les gens qui achètent nos produits. Et pour moi, les joueurs de foot, ça rentrait bien dans cette catégorie-là. Sauf que pour être franc, je connais pas grand-chose de foot. Je vais voir les matchs, mais j'y vais plus pour la pizza et les bières que pour le match en lui-même. Et je suis allé sur le site de l'équipe. J'ai commencé avec ma souris à sélectionner toute la page avec tous les joueurs et j'ai essayé de la coller dans un Excel et je me suis rendu compte que tout rentrait parfaitement ligne par ligne, case par case, et je me suis dit ok, c'est parti, je me fais toute la L1, je la mets dans un Excel et je vais tous les contacter sur Instagram. Et donc j'ai contacté, tous les jours je contactais 30, 40, 50 joueurs de Ligue 1 en disant salut, on a un site, on vend des paires limitées, si tu as besoin n'hésite pas. Et on a commencé à vendre 1 paire par jour, puis 2 paires par jour, puis 3 paires par jour à des joueurs de foot. Et j'ai plein d'anecdotes, mais fast forward une des anecdotes amusantes. On bossait avec un joueur qui jouait à Caen à l'époque et qui jouait en sélection ivoirienne.
Et donc il me dit écoute, je suis avec l'équipe à Chantilly. Est-ce que tu veux pas venir nous proposer des paires? Nous, on s'entraîne. Pas de camionnette, j'avais pas de voiture, j'avais rien. Donc, je pris la voiture de mes parents, a rempli la paire de voitures, les paires de chaussures dans la voiture. Et le truc amusant, c'est que, je savais pas, mais ils ont pas le droit de sortir de l'hôtel. Donc, c'est-à-dire qu'ils font leur entraînement, ils rentrent à l'hôtel. Donc, globalement, ils se font chier, quoi. Et donc, je suis arrivé avec 60 paires de baskets. Je te laisse imaginer une seule personne qui essaye de payer 60 paires de baskets dans un hôtel 5 étoiles où les mecs m'ont vu débarquer. Globalement, à l'époque, je devais être habillé n'importe comment, avec 40 sacs remplis avec des paires de baskets à chaque fois. Et je leur ai dit bonjour, je vais voir la sélection ivoirienne, je leur ai apporté des paires de baskets. Alors, heureusement, moi, je m'étais fait copain avec un d'entre eux, donc il est descendu, il est venu. J'ai tout mis dans une chambre d'hôtel et au bout de 10 minutes, t'avais la moitié de la sélection qui était là, qui me demandait d'essayer des paires de baskets. Il y a de gros joueurs en sélection ivoirienne. Hein. T'as Serge Aurier, t'avais Eric Bailly, défenseur à Manchester United. T'avais Franck Caissier, je crois qu'il jouait à l'AC Milan. Et moi, j'étais là. Eux, ils étaient en claquettes caleçon avec des liasses de billets pour acheter des paires de baskets, parce que c'était genre leur activité de la journée. Et je sais pas, je crois j'avais vendu pour 5 000 € de paires de baskets, ce qui est aujourd'hui encore une très belle somme d'argent, mais ce qui à l'époque, c'était peut-être un mois de chiffre d'affaires, quoi. Donc ça a commencé comme ça, et après on a recruté les premiers stagiaires, celui qui faisait un peu d'acquisition, celui qui faisait la logistique. On a commencé à travailler notre SEO, on a commencé à faire un premier partenariat avec des influenceurs. Et donc petit à petit, on a posé des petites pierres et ça a commencé à prendre. Mais il y a eu vraiment 6 mois où il a fallu ramer, il a fallu chercher les clients. Et aujourd'hui, on va encore aller chercher les clients, même si aujourd'hui c'est un peu plus scalé et c'est différent. Mais voilà, c'était vraiment brique par brique au début. C'est l'une des règles phares de chez Y Combinator, qui est un accélérateur, le meilleur accélérateur du monde, mais qui dit do things that don't scale. Au début, tu dois faire des choses que tu peux pas répéter et augmenter. Et typiquement, aller poser une paire de baskets sur le comptoir de ton barbeur ou aller vendre à la sélection ivoirienne des paires de godasses, ça te fait croître, ça te fait avancer, ça te fait rentrer du chiffre, mais c'est pas répétable. Et pour arriver à... donc ton objectif en fin d'année, en gros, ça va être entre 8 et 10 millions d'euros de CA sur un mois. Vous avez dû justement mettre en place des choses qui scalent. Exactement. Vraiment, le premier pilier, ça peut être aussi un conseil, on a commencé avec de l'acquisition assez traditionnelle et des partenariats influenceurs. Sur de l'acquisition, évidemment, il faut toujours réfléchir à où sont les clients de son produit ou de son service. Nous, en l'occurrence, Instagram, c'était un peu les rois, quoi. Où est-ce que tu regardes tes baskets? Où est-ce que tu commences à avoir envie d'acheter une paire de baskets parce que tu la vois sur une célébrité bien portée avec le beau pantalon, la belle tenue, la robe, la jupe, selon les modèles? C'était vraiment Insta. Donc on a commencé par faire de la pub sur Facebook et Instagram avec tout petit budget. Je pense que les premiers budgets, c'était 5 € par jour, 25 € la semaine, des choses comme ça. Et on a petit à petit fait grossir les budgets sur ces différentes plateformes-là. On s'est essayé à Google aussi assez rapidement, mais qui était quand même assez coûteux et qui est un peu plus compliqué, un peu plus technique, je trouve, que Facebook, Insta. Et très intentionnel en plus, alors que sur Insta, t'es sur de l'inspirationnel. Ouais. Mais du coup, ça transforme mieux, non? Plus compliqué, mais... Si on rentre dans la technicité, ça dépend des objectifs que tu mets sur tes campagnes. Tu peux faire des campagnes de notoriété, des campagnes avec des objectifs de conversion. Encore aujourd'hui, c'est ce qu'on décide de faire sur différentes campagnes. Nous, au début, c'était vraiment, allez, il nous faut de la perf, quoi. Et on a vraiment aussi fait, 1 an et demi sans lever d'argent. Donc, quand tu as 20 000 € de prêts étudiants, que tu les as mis dans du stock et qu'ensuite tu commences à avoir des stagiaires, un petit bureau à payer, même si c'est 1 000 € par mois, il faut le payer. Même si les stagiaires, c'est que 600-700 € par mois, il faut les payer quand ils sont 3-4. Tu as celui qui fait les colis, celui qui fait l'acquisition, celui qui fait le service client. Donc, toutes ces choses-là. Après, tu travailles aussi ton bouche à oreille, c'est hyper important au début. Mais voilà. Donc, de l'acquisition traditionnelle et de l'influence. Donc, ça, c'était super important pour nous, de faire des partenariats avec des influenceurs. On avait l'avantage d'avoir un produit sur lequel on avait un peu de leverage sur les influenceurs. Parce que pour un influenceur, il a 2 options. Soit il prend ton produit et il est content, soit il va l'acheter en magasin. En l'occurrence, tu avais très peu de gens qui leur proposaient nos produits. Et s'ils ne l'achetaient pas, c'était plusieurs centaines d'euros en magasin. Donc il y avait une valeur ajoutée très forte à travailler avec nous pour les influenceurs. Alors que si tu leur dis salut, j'ai lancé une marque de t-shirt, mon t-shirt, ils n'ont rien à faire. Ils vont chez H&M, ils s'achètent un t-shirt à 15 € et ils ont un t-shirt à se mettre sur le dos. Et l'autre chose très importante qu'on a fait, et c'était vraiment peut-être par ça que j'aurais dû commencer, on a pris une personne en charge de la partie community management. Et un des objectifs de... Avant la levée de fonds. Avant la levée de fonds. C'était même avant de prendre quelqu'un pour faire les cartons.
on avait quelqu'un en community management. Donc David faisait le téléphone du service client, je faisais l'authentification, les cartons de la logistique, et on avait déposé les colis à la poste, mais on avait déjà quelqu'un en freelance qui faisait le community management et qui avait pour mission de curate le plus beau contenu sneakers disponible sur Instagram et de le repost chez nous. Bonne manière de poster 4 fois par jour, de faire 10 stories par jour sans que ça te coûte trop cher. Parce qu'aujourd'hui, on fait nos photos, une partie des photos nous-mêmes, ça coûte un peu plus d'argent. Mais c'est une évolution naturelle. Et on avait aussi un très gros focus sur le fait de se dire, on veut créer un endroit où tout le monde est le bienvenu quand il va acheter une paire de sneakers en édition limitée. On a tous connu ces magasins où quand on arrive, on a un regard qui est un peu au-dessus de l'épaule en mode bon, qu'est-ce qu'il fait là, il a pas l'air de trop connaître les produits qu'on vend, ou il a pas l'air de venir souvent ici. Il y avait aussi un peu ça dans l'univers un peu fermé des passionnés de sneakers. L'idée, c'était qu'on a un endroit assez welcoming où tout le monde pouvait se poser ses questions, il n'y avait pas de questions bêtes auprès des personnes de haut. Tu parles de l'endroit, tu parles de virtuel? Ouais, on parle d'Insta, quoi. Que ce soit en DM, que ce soit en commentaire, que ce soit des questions sur nos stories. Et on voulait aussi proposer un endroit où on adresse autant les filles que les garçons. Et ça, c'est super important parce que... Comment est le marché, d'ailleurs? Nous, aujourd'hui, on est assez fiers d'avoir un split à 50-50 entre les hommes et les femmes. Après, je pense que si tu prends les données de marché, il y a probablement un petit peu plus d'hommes que de femmes. Mais ça, c'est qu'une intuition. Elle vaut ce qu'elle vaut. Nous, aujourd'hui, on a vraiment pour ambition et objectif d'adresser autant les hommes que les femmes. Parce que quand tu regardes les paires de baskets, déjà, tu as énormément de modèles qui sont unisexes. Tu as énormément de modèles qui sont pour les femmes. Et tu as plein de modèles qui sont pour les hommes. Donc... c'est hyper important pour nous d'essayer d'aller chercher les deux cibles tout autant. Et ça, c'était un gros focus qu'on avait au début. Au début, on avait même plus de clients femmes que hommes. Et on trouvait que c'était intéressant parce que pour nous, c'était une cible qui était relativement délaissée. Donc, c'était à la fois quelque chose d'important pour la boîte et aussi une opportunité qu'on peut voir d'un œil un peu plus business. Donc ça, c'était super important. Créer une communauté, faire du contenu, faire des partenariats. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on a créé le début de l'engouement pour We The New et sur le fait d'avoir de la croissance. Début de l'engouement, aujourd'hui c'est 700 000 followers presque sur Insta. Ouais. Combien sur Snap et TikTok? Alors j'ai pas les chiffres. On est plus petit sur les autres plateformes. Insta, c'est vraiment l'endroit où on a mis notre temps, notre argent. Ouais. Okay. TikTok, on arrive parce que c'est hyper important. Et moi je trouve la plateforme assez marrante. Mais c'est des codes un peu différents. C'est aussi un endroit où il faut absolument créer toutes les pièces de contenu que tu postes. Donc ça demande une organisation un peu différente d'Insta où tu peux faire tes shootings, etc. Mais tu peux aussi décider de curate le plus beau contenu et de le repost avec toutes les règles qu'il faut respecter, évidemment. Mais sur TikTok, on y arrive, j'ai envie de dire, de manière un peu plus intense dans les semaines et les mois qui viennent. Parce que je pense que c'est une plateforme qui est là pour quelques années facilement. Oui, a priori, c'est bien le cas. C'est bien parti. Attends, je reprends un peu de hauteur et de distance. Donc en fait, ce que vous avez cherché à faire, c'est dès le début raconter une belle histoire qui répondait à vos valeurs. Donc c'est des produits avec les posts que vous allez curater. On s'en fout, allez curater. Donc vous faites la curation. Des posts inspirants, beaux, de l'univers, un espace accueillant, comme tu l'as dit, une personne à plein temps. Et ça, dès le début, avant même d'avoir quelqu'un qui fait les cartons. C'est ce que tu m'expliquais. Hein. Alors, c'était pas de temps plein. On a commencé petit budget, 2 heures par jour. Ouais. Mais oui, il a véritablement là. En tout cas, un effort. Premier employé de la boîte, freelance, community manager. Dans une industrie, dans une verticale où il y a déjà beaucoup de communautés qui existent. Enfin, c'est différent que de vendre des Peugeot, pardon. Je ne sais pas s'il y a une communauté de la Peugeot. Il y a certainement une communauté de la Peugeot, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un univers de passionnés. Ok, très bien. En fait, le point important, c'est que on voulait pas adresser que les passionnés. Et c'est en ça que créer notre identité avec nos valeurs sur Instagram, c'était hyper important. C'est que ces communautés de passionnés sur lesquelles on était, elles étaient relativement fermées. Si tu posais la mauvaise question, on pouvait se moquer de toi, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer. L'idée, c'était vraiment de créer un endroit sur un marché où il y a beaucoup de nouveaux entrants, d'amateurs, de curieux, où eux allaient trouver du contenu et des choses qui les intéressent. Et c'était vraiment ça l'idée, derrière le compte Insta, derrière le contenu qu'on crée, derrière l'identité qu'on avait pour ce compte Insta. Et au global, pour We The New, le nombre d'appels qu'on avait au téléphone pour nous poser des questions qui pouvaient être, qu'on considérait, tu vois, un peu simples ou un peu évidentes, on les prenait tout au sérieux, et on y répondait hyper simplement et en toute transparence sur
toutes les questions que les gens avaient. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi une de nos forces, c'était de dire que à l'époque, les gens avaient tellement peur d'acheter une paire limitée sur un site parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement, qu'on s'est dit, il faut qu'on rassure les gens, il faut qu'on soit accueillant, il faut qu'on réponde à leurs questions. Et surtout, on ne pouvait pas se permettre le luxe de sélectionner nos clients non plus. Mais plus loin que ce luxe-là, c'était quelque chose qui est très important pour nous. Et c'est quelque chose qui reste au centre de la stratégie aujourd'hui. On répond à tous les DM, on essaye de répondre à tous les commentaires qu'on a. Et on considère qu'il n'y a pas de questions bêtes. Et ça, c'est super important pour nous. Je suis sur votre compte TikTok. Tu m'as dit que vous allez le travailler mieux bientôt. Non, là, on a pris un petit niveau ces derniers jours. Il est déjà pas mal. 70 000 followers, quand même. Non, mais surtout, cool. Un truc que je crois qu'il y a que des femmes. Il n'y a que des filles. C'est volontaire. Là, en l'occurrence, tu vois une... pardon. Oui, fille-femme, on peut. Pourquoi ? Alors, sur les derniers TikTok que tu vois, en l'occurrence, on a pris ce qu'on appelle une face, donc qui s'appelle Juliette, qui est mannequin avec nous, mais c'est pas quelqu'un qu'on prend one shot, c'est quelqu'un qui bosse avec nous. Et donc, ça fait partie de la stratégie. On va avoir quelques personnes avec lesquelles on va travailler qui vont être présents pour tous les contenus concrets, que ce soit TikTok, Insta, pour Facebook. Et donc là, probablement qu'on a un homme, on l'appellera comme on veut, avec lequel on va travailler à partir de la semaine prochaine. Mais voilà, Juliette est première face de We The New. Elle est géniale, elle fait du super contenu, c'est une super personne. On est hyper content qu'elle travaille avec nous. Et donc voilà, c'est assez féminin. Et on va essayer de faire aussi un peu de masculin maintenant pour proposer du contenu qui parle à tout le monde. Du contenu propre à TikTok. Propre à TikTok. Comment vous avez défini le contenu propre à TikTok ? Qu'est-ce que tu mets dans la marmite ? Alors, je pense que déjà, un truc important, c'est que il faut être capable de réutiliser une même pièce de contenu sur plusieurs plateformes, à condition de le faire intelligemment. Mais un contenu que tu fais pour TikTok, il peut être utilisé en Reel sur Insta ou tu vois, juste en petit post sur Insta, tu peux le faire. Là où TikTok, je trouve, a ses codes, c'est que t'as de véritables trends qui ressortent sur TikTok, qui sont soit associés à des chorés, soit associés à des sons, soit associés à une manière de faire une vidéo. Et donc c'est en ça que TikTok a vraiment des codes qui lui sont propres et que tu as des vidéos qui sont TikTok first avant d'être réutilisées sur d'autres plateformes. Mais voilà, l'idée c'est de s'inspirer des codes et des trends que tu peux avoir sur la plateforme pour soit faire quelque chose similaire mais avec les codes de We The New, soit faire une pièce de contenu qui ensuite pourra être réutilisée sur d'autres plateformes. Ça va marcher ? Tu as des exemples ? De trends qui marchent très bien sur TikTok ? Pas de trends, de marques qui vont faire qui ont déjà fait ce que vous allez faire. Pardon, TikTok est là pour rester, va marcher. Il y a de plus en plus d'outils en plus pour les e-commerçants. Je suis tombé sur un truc que j'avais encore jamais vu avant-hier. Je sais pas si c'est de la B-test, mais un espèce de shop now immédiat et hyper rapide. Il y a des boîtes qui cartonnent. Kellogg's, qui est un de nos clients, a cartonné sur du challenge. Mince, le terme m'échappe. Le hashtag challenge, en gros. Okay. La Redoute a fait une super campagne. Je les ai reçus aussi sur le podcast récemment. C'est quand même moins évident que sur Insta, où j'ai l'impression qu'un post sur deux, j'exagère, mais la pression publicitaire est ultra forte. Mais en revanche, l'intégration de cette pression publicitaire et du style de la publicité que je reçois versus ce que je vois, est relativement proche. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sponsorisé sur Insta que sur TikTok. Hein. Tu trouves pas forcément ? Je le navigue peut-être pas assez, ou je l'ai peut-être pas vu, ou je suis peut-être pas ciblé, parce que les vieux... Non, moi je trouve que Insta, c'est devenu très... Alors même, on fait des ads, hein, et on sait que ça marche mieux sur Insta que sur TikTok pour l'instant, alors ça a peut-être évolué. Mais en l'occurrence, moi, en tout cas, mon expérience perso, je trouve que c'est beaucoup moins sujet aux ads pour l'instant que Instagram, TikTok. Hein. Et on essaye un peu de trouver ce hack pour soit grandir très vite, soit faire quelque chose de viral. Donc, je ne sais pas si c'est à nous de le lancer. Je ne sais pas s'il faut qu'on s'adosse éventuellement à 2-3 personnes qui sont un peu grosses sur TikTok, qui ont une grosse communauté avec laquelle on monte un challenge. Mais je pense que c'est dans les tiroirs d'essayer de sortir quelque chose qui peut être viral. C'est sûr que sur les sneakers, il y a quelque chose à faire. Et ce serait un beau challenge que se donner l'objectif de réussir à lancer une trend ou un truc qui devient viral entre maintenant et la fin d'année, maintenant et l'été si on est ambitieux, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour le faire.
surtout en France, surtout sur de la sneakers. On a la chance d'avoir un produit qui est vraiment cool, qui est énormément mis en avant sur la plateforme, et évidemment sur Instagram aussi. Mais ouais, on est à la recherche un peu de ce hack en ce moment. Insta, on l'a pas trop mal trouvé pour l'instant, parce qu'on a bien grossi. Mais voilà. Ben écoute, on fait un catch-up dans un an pour parler de Avec plaisir. ceux que vous aurez trouvé sur la deuxième moitié de... Allez. On est déjà en juin, l'année avance vite si tu veux trouver ce truc avant la fin de l'année. Très très vite. Comment t'es passé de 0 à 700 000 followers sur Insta et comment tu utilises ta communauté? Ouais. Alors, première chose, les 10 premiers 1000 followers sont les plus durs à atteindre. Ça, pour que les gens le sachent. Je pense qu'on s'est nommé autant de temps de faire de 0 à 10 000 que de 10 000 à 100 000. Il y a plusieurs choses qui nous ont permis de grandir. La première, c'est la régularité avec laquelle on poste. On a commencé en 2018 avec 4 posts par jour, 10 stories par jour. Et 3 ans et demi après, on l'a fait tous les jours, non-stop. Alors là, je me mets un peu un couteau sous la gorge parce que je ne sais pas si on fait le calcul du nombre de jours divisé par le nombre de posts, est-ce qu'on arrive pile à 4. Mais en tout cas, c'est la ligne directrice et je sais qu'on fait très gros efforts pour faire tous ces posts par jour, toutes ces stories par jour. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on a eu une grosse stratégie de partenariat avec des influenceurs. Donc on a travaillé avec énormément d'influenceurs tout au long de l'histoire de We The New, avec des partenariats qui ont très bien marché et des partenariats qui ont un peu moins bien fonctionné. Mais on a toujours essayé de trouver des influenceurs qui ont une audience, une cible auprès de laquelle on pense que We The New va faire écho et à qui ça va parler. T'as un exemple opérationnellement, en pratique, comment ça se traduit? On a fait un gros partenariat fin d'année dernière avec Lena Situation, qui cartonne sur Insta et pas que sur Insta. Je crois qu'elle fait 400 000 exemplaires avec son bouquin, ça c'est impressionnant. Elle a une audience qui est assez fashion, mais aussi assez sneakers, et donc ça a très 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 bien fonctionné. Et c'est un super partenariat avec lequel on a fait pas mal de croissance, plus en termes de followers que de vente. Les partenaires influenceurs, c'est plus pour construire une communauté que faire du chiffre, mais c'était hyper intéressant. Et ensuite, je pense que ce qui a aussi fait le succès de la croissance du compte, c'est le positionnement qu'on a décidé d'avoir pour le contenu qu'on crée sur We The New. Donc on va, tu vois, à la fois curater les meilleurs posts, mais on a surtout fait évoluer les formats. Donc tu vois, on fait pas mal de formats éditoriaux en ce moment. On a fait pour la fête des pères et la fête des mères, on a fait un format qui s'appelle Family First. Donc tu avais père, mère ou une partie de la famille qui venait, qu'on interviewait. On a fait des formats sur l'upcycling quand il y a eu la journée de la Terre. On a des formats qui sont plus liés à l'équipe, donc on prend quelques personnes de l'équipe, on leur demande de nous donner leur père préféré et on les partage en story. On a le format vous écoutez quoi, que je dois regarder en même temps, c'est parfait, ça me donne un exemple en plus. Je viens de réaliser, pardon, la fête des pères. Vous avez un jour fait ce mauvais jeu de mots ou pas? Ouais, c'est pas mal. Je crois qu'on l'a pas fait. Ben voilà. Je crois qu'on l'a pas fait. Pourtant, David, il est très bon pour les jeux de mots. La fête des pères. Donc, on aurait pu faire la fête des pères. Ce sera peut-être une bonne idée pour l'année prochaine. Je le coupe au montage juste ce moment-là pour vous le laisser, ou alors faut le faire vite, quoi. Donc voilà, on essaie aussi d'avoir des formats éditoriaux. On essaye d'humaniser le contenu. Ça, c'est hyper important. Donc, on a fait un format qui s'appelle Dessine-moi une dunk, où on demandait à des gens de la boîte de dire c'est quoi leur père préféré et à quoi, la dunk préférée et à quoi elle ressemblerait. Donc, on essaye vraiment, tu vois, de faire évoluer le contenu, de pas trop se répéter, pour que les gens qui soient là restent et que les nouveaux qui découvrent, on les accroche assez rapidement. Et pour finir, en gros, la vision moyen terme de We The New, c'est pas juste d'être un passe-plat entre des clients et des vendeurs et de se dire ok, on est l'intermédiaire, mais c'est plutôt de créer un écosystème dans lequel les clients rentrent par un achat sneakers ou par une pièce de contenu qu'on crée, qu'ils évoluent à l'intérieur parce qu'ils trouvent ce qu'ils recherchent. Ça peut être des photos, de la vidéo, des petits formats éditoriaux ou les produits qu'ils ont envie d'acheter, t-shirts, des sneakers, des accessoires, et qu'ils évoluent dedans parce que voilà, ils trouvent un peu tout ce qu'ils recherchent en lien avec la culture urbaine, ils s'y identifient, ils s'y sentent bien, et c'est ça un peu l'objectif. C'est de se dire, ok, on crée quelque chose d'un peu plus large que juste une plateforme transactionnelle. Et c'est en ça que le contenu, la stratégie média qu'on met en place, les formats éditoriaux, toutes ces choses-là ont un rôle à jouer très très fort, parce que je pense que tu as plein de manières de
capitaliser sur le marché sur lequel on évolue. Et je pense que la notion de communauté et tout le contenu qui va autour, parce que les sneakers, c'est un peu, tu vois, la matérialisation physique d'un phénomène beaucoup plus large. Tu as du cinéma, de la musique, du sport dans les sneakers. Et raconter toutes les histoires qu'il y a autour et toutes les bonnes initiatives qu'il y a autour et tout ce qu'on peut faire autour de la sneakers, ça, c'est quelque chose qui est hyper important et surtout qui nous passionne, quoi. T'as de la saisonnalité ? Quand même, ouais. Fin d'année, c'est le gros moment de l'année. Le Q4, entre la rentrée où on veut tous avoir une paire de baskets un peu sympa, que ce soit pour aller au boulot ou pour retourner au lycée ou à la fac. On veut tous sa paire de baskets sympa après l'été quand on est beau gosse. T'as le Black Friday, évidemment, c'est un gros moment fort. T'as les fêtes de fin d'année où on vend des produits qui sont quand même assez chers. Alors on essaye, tu vois, on a un panier moyen qui baisse un petit peu et on essaye de proposer des produits qui sont accessibles d'un plus grand nombre, c'est hyper important. Et donc la fin d'année, c'est très très important. L'été, c'est aussi une période pas mal. Alors juin, c'est relativement calme en général, mais l'été, juillet, août, c'est des bonnes périodes. Et sinon, il y a un petit peu de saisonnalité qui sont liées aux sorties. T'as des mois où t'as vraiment des grosses sorties, t'as des paires de ouf qui s'enchaînent toutes les semaines. Et donc là, tu vas faire un peu plus de volume. Et t'as des mois qui vont être un peu plus maigres en sortie. Et donc dans ces moments-là, tu fais un petit peu moins. Mais on essaye vraiment, tu vois, d'aller chercher de la profondeur de catalogue pour se dire que, quelles que soient les sorties du mois, on est capable de faire des beaux chiffres, une bonne croissance. Et voilà. Ok. Donc gérer ton catalogue et ta com pour éviter que les mois faibles soient trop faibles et remplir les mois faibles, bien sûr, évidemment. Est-ce que tu as 1 ou 2 conseils SEO à me donner ? Vous êtes bon sur le domaine ? On essaye. Je vais dire des règles de base, mais elles sont importantes. Hein. Faut écrire ces 120, 150 mots sur toutes ces pages de son site. Je pense que c'est hyper important. Il faut faire aussi des redirections d'une page sur une autre. Ça, je pense que c'est bien. Il faut penser un peu à l'arborescence de son site. Mais je vais m'arrêter là parce qu'on a des experts dans la boîte. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais de manière générale, il faut écrire sur son site si on veut être bien référencé. Et il faut écrire les bons mots. Et il ne faut pas copier-coller du contenu. Il faut l'écrire soi-même. Ça prend du temps. Mais c'est l'acquisition qui coûte le moins cher sur le long terme, le SEO. Donc, ce n'est pas de l'argent mal investi. C'est pas le retour sur investissement le plus rapide, mais c'est pas l'argent le moins bien investi. C'est peut-être parmi l'argent qui est le mieux investi dans la boîte. C'est du temps humain et ça, c'est hyper important. Donc, et qui est evergreen, qui reste utile longtemps. Mais c'est ce qu'on dit souvent. Il faut kickstarter, jumpstarter, accélérer au début avec du paid sur de l'achat média, mais travailler très très tôt, voire même avant les lancements, ton histoire, ta marque et du coup ton SEO, parce que ça paiera. Ça met du temps à venir, mais ça paiera quoi, longtemps. Complètement. Et si un site peut se doter d'une partie blog plus rapidement possible, c'est super bien, quoi. Parce que c'est des pages, c'est du contenu. Je pense que c'est une stratégie qui est peut-être assez évidente pour beaucoup de gens, mais qui fait beaucoup de sens, quoi. Quasiment tous les business, il y a des choses à raconter autour. Nous, un conseil qu'on donne souvent aux entrepreneurs en devenir qui viennent nous voir et qui disent j'ai un projet, j'aimerais lancer, on sait que ça va se lancer dans 6 mois, 1 an, le temps de, tu vois, poser ta plateforme, faire ton site, faire plein de choses, c'est de commencer à écrire dès aujourd'hui, quoi. Parce que le jour du lancement, tu auras un actif SEO fort, potentiellement une newsletter avec 10 000 abonnés à qui tu peux annoncer ton lancement. C'est hyper important de commencer très très tôt, quoi. Ouais, complètement. Le temps file. J'avais une question sur la certification de l'authenticité, qui est donc de la réassurance. Si j'achète sur le bon coin, que je croise un mec en bas de la rue, que je lui file 300 balles pour une paire, où je me dis putain, peut-être qu'elle vient de Derplasef, je sais pas où, sur un marché de faux à l'autre bout du monde. Comment est-ce que vous gérez ce sujet ? Alors, d'un point de vue logistique, et donc authentification, qualité, etc., on a vraiment 3 postes chez We The New. Donc, tu as la première personne qui s'occupe de vérifier qu'on reçoit les bons produits des bonnes personnes. Ça paraît anodin, mais c'est la partie réception, donc ça c'est super important, parce que si on reçoit ne serait-ce qu'une demi-pointure, au-dessus ou en dessous, faut prévenir le client le plus rapidement possible sur le fait qu'il y a du délai. Donc ça c'est la partie réception, et donc tu as des personnes qui sont en charge de la réception. Et ensuite, tu as la partie qualité et authenticité. Donc qualité, on va s'assurer de 2 choses. La première, c'est que la paire est neuve, qu'elle n'a pas été portée. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de trop gros défauts de fabrication. On reste sur des Nike, des Adidas, des Jordan. C'est des modèles qui sont produits en Asie en grande quantité, donc parfois il peut y avoir des gros défauts de fabrication. Donc ça, c'est le premier aspect du contrôle, c'est la partie qualité. Et ensuite, tu as la partie authenticité. Donc on a des gens en interne dont c'est le métier, ils ne font que ça, qui en général,
en tout cas chez nous, sont exclusivement des passionnés de sneakers, donc qui font de l'achat et de la revente depuis des années, donc qui ont déjà un bagage, mais qu'on forme au process et aux règles de We The New. Donc ça commence véritablement par le vendeur. Combien de paires il nous a vendu? Est-ce que toutes les paires sont passées? Est-ce qu'il y a des fausses? Ensuite, tu as la boîte. Ça paraît peut-être pas évident, mais c'est souvent l'endroit où les gens qui font des contrefaçons essayent de faire des économies. Okay. Ils disent on fait une belle paire, mais la boîte, en général, ceux qui achètent une fausse, ils s'en foutent de la boîte. Pas, ouais. Voilà. S'ils achètent une fausse, c'est déjà que voilà. Donc on regarde vachement la boîte. Est-ce que c'est la bonne texture? Est-ce qu'elle est suffisamment rigide? Est-ce qu'elle est abîmée? Et ensuite, tu as le packaging de la paire. Donc tu as le papier à l'intérieur de la paire. Donc on regarde s'il y a les bons papiers, si c'est les bonnes couleurs, parce qu'entre un blanc et un gris, c'est pas la même chose. Les accessoires, c'est ces petites choses en fait sur lesquelles tu as beaucoup d'indices. Tu as souvent ce qu'on appelle des extra laces, une ou deux paires de lacets en plus. Moi, je faisais l'authenticité au début avec David. Le nombre de fois où on a eu des paires qui étaient très très bien, franchement, mais le sachet plastique dans lequel tu avais les extra laces, il était tout fin. Vraiment, tu sentais que si tu frottais avec tes deux doigts, tu allais le déchirer. Quand tu reçois une paire de Nike avec des extra laces, le plastique, c'est du plastique, quoi. Il est bien, et les trucs, moins il y a de plastique, mieux c'est. Mais tu vois, chez Adidas, chez Nike ou Adidas, machin, tu sens que le plastique est bien. Donc, déjà, tu as tout ça à regarder avant de regarder la paire. Et ensuite, tu regardes la paire. Donc, sur une paire, tu vas regarder les matériaux, tu vas regarder les coutures. On utilise parfois aussi une lumière bleue, parce que tu as une lumière bleue, tu sais, c'est lumière UV. Ouais. Tu as des matériaux, parce qu'en fait, tu as des matériaux qui sont censés être transparents, d'autres qui sont censés être opaques. Tu as des coutures qui sont censées ressortir, d'autres qui ne sont pas censées ressortir. Donc en plus de ça, on a construit une base de données photo et texte. Mais ta lumière UV, elle fait quoi? On la passe sur la chaussure. Et donc on regarde si, tu vois, je sais pas, je te donne un exemple. Moi, il y avait une Yeezy 350 V2 que je voyais tout le temps quand je faisais l'authentification, quelques années. Je savais que tu avais les coutures sur le pull tab, qui est, tu vois, la petite languette à l'arrière, qui devait ressortir, qui devait être fluorescent. Ah, ok, pardon. Voilà. Et je savais que j'avais la semelle qui était translucide à cet endroit-là et opaque à l'arrière. Parce que tu vois, je rentre un peu dans le détail, mais sur une Yeezy 350 V2, s'il y a des puristes qui écoutent, j'espère qu'ils suivront, tu as deux semelles. Tu as la semelle qui fait vraiment tout le tour de la chaussure et tu as la semelle qui fait le dessous et l'arrière. Et ces deux morceaux sont collés. Les côtés, ils sont censés être translucides et l'arrière, c'est censé être opaque. Ça, c'est des choses à l'œil nu, tu le vois pas. Avec une lumière à UV, tu le vois, ce truc-là. Donc quand tu avais tout qui était translucide, tu pouvais te douter déjà que la paire, c'était pas très bien. Et il y a un autre truc qui est hyper important, qui est l'odeur. Une paire de baskets qui sort d'usine, elle sent encore un peu la colle. Et donc elle sent le neuf. Quand tu te retrouves avec une paire de baskets qui est sortie il y a 6 mois, que tu la sors de la boîte et que tu la sens et qu'elle sent le neuf, en général, il y a un problème, parce que 6 mois après, la colle, elle a eu le temps de sécher. Alors, évidemment que quand tu reçois ta paire de Nike, la colle, elle a déjà séché. Mais elles ont une odeur, tu vois, distinctive. Donc voilà, tu vas avoir... et en plus de ça, le dernier point que j'ai pas mentionné, c'est qu'on essaye d'avoir systématiquement une paire en stock sur nos best-sellers. Alors, on n'a pas toutes les paires qui transitent, mais une paire neuve. Donc, t'es sûr que que t'as acheté toi-même ou que t'as validé Ouais, voilà. Soit qu'on a validé nous-mêmes, soit qu'on a eu directement auprès d'un retailer, soit qu'on a acheté un vendeur à qui on achète des dizaines de paires. Et donc ça nous permet de faire une comparaison en direct, si on veut regarder en plus. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le nombre de paires qu'on reçoit, qui sont soit un défaut de fabrication, soit une contrefaçon, on est largement en dessous d'1%. C'était pas le cas au début. Au début, les gens essayaient beaucoup plus de nous passer des contrefaçons. Et aussi, un point important, c'est que sur des paires qui sont... on sait aussi que sur des paires qui sont très chères, il y a de la contrefaçon. Une paire qui vaut plus de 400, plus de 500, plus de 600 euros, tu as des contrefaçons et tu as des bonnes contrefaçons parce qu'ils peuvent mettre le prix. Sur des paires qui se revendent 100, 150, 200 euros, t'as pas ou peu de contrefaçons et quand t'en as, en général, elles sont pas très bien faites. Parce qu'une paire qui se revend 500 euros, j'ai envie de dire, pour prendre le terme technique, le faussaire peut te la revendre 220 euros. Parce que tu payes 220 pour une paire qui en vaut 600. Une paire qui se vend 150, 200 euros, tu vas payer 80 euros, pas plus. Donc voilà. Vous avez des liens avec les marques? Vous parlez? Très peu. On parle très peu avec les marques. Elles se tiennent quand même assez en retrait de ce marché-là. Parce que, j'ai envie de dire, c'est elles qui jouent les cartes. Elles ont une stratégie commerciale derrière ces éditions limitées. Tu vois, Nike, ils ont une stratégie qui s'appelle Seed, Ignite, Scale. Seed, c'est le modèle super limité que les gens s'arrachent. Ensuite, ils ont Ignite, qui sont en général le même modèle, mais dans d'autres coloris, où il y a beaucoup plus d'exemplaires. Et Ignite, qui est soit encore d'autres coloris, soit un modèle similaire, où là, il y a des millions d'exemplaires. Et en fait, les gens s'arrachent le modèle à plusieurs millions d'exemplaires
parce qu'ils ont été frustrés pendant 6 mois de ne pas pouvoir avoir ce modèle-là qui se revend pour très très cher. Donc, elles jouent un petit peu de tout ça. Ils sont à la fois aussi un peu rentrés. Donc, on ne parle pas avec les marques pour l'instant. Nous, on est super ouverts. On fait quand même un gros travail pour essayer de mettre en avant et en valeur leurs produits. Et on pense créer du beau contenu et ajouter un peu de valeur à leurs produits. Et donc, on est quand même assez fiers de ça. Mais voilà, pour l'instant, pas trop d'échanges avec les marques. Intéressant. Tu peux me répéter? Donc, il y a 3 phases dans la vie disons, 3 étapes. Seed, Ignite et Scale. Et Scale, ok. Et ça, toutes les marques le font? Certaines, les grosses. Oui, enfin, Nike, Jordan le fait, Adidas, ils le font aussi. Mais les champions, c'est Nike. Là, ils sont quand même plus forts que les autres. Alors, on parle pas de Birkin ou de le sac, hein, mais ouais. ou tu vois, je sais pas quel produit Hermès on peut trouver, mais il n'y a pas d'inscription blockchain, il n'y a pas encore très peu pour l'instant. Adidas a essayé de mettre en place des puces RFID dans les étiquettes. Quand tu vends 100 ou 200 millions de paires, ça représente un coût à la fin de l'année, quoi. Ouais, et j'ai envie de dire que les puces RFID, elles sont fabriquées au même endroit que l'endroit où ils font leurs paires de baskets, donc c'est pas trop compliqué de faire des puces RFID en plus, quoi. Donc ça a pas duré longtemps, mais nous on a eu super peur. On s'est dit, oh là, ils ont fait des puces RFID, c'est la fin de We The New. Ça viendra peut-être à un moment. Ils le feront peut-être sur les modèles les plus limités. Je pense qu'il y a encore un peu de boulot avant que ce soit quelque chose qui se démocratise vachement. Mais ce serait un moyen intéressant de le faire. Tu as une boîte qui s'appelle Ariani qui le fait, qui bosse avec 2-3 marques, de montres, il me semble. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Nous, on en parle avec nos clients horlogers. C'est un sujet passionnant. Il n'y a pas encore de standard. Donc, c'est un peu ça l'enjeu, quoi. Ouais. Qui créera le standard ou comment est-ce qu'il y aura un standard open source sur lequel tout le monde peut aller se greffer. Dernier sujet, puis le temps file, après je te libère. Ouais. Je voulais parler un peu techno. Alors déjà, je passe un petit coucou à Cindy de Guingamp qui a permis cette rencontre, avec qui vous travaillez d'ailleurs chez Nosto. Qu'est-ce que vous faites avec Nosto? Alors, on a des experts qui gèrent ça. Donc je vais essayer de dire du mieux possible ce qu'on fait avec Nosto. De manière générale, Nosto, ils nous permettent d'améliorer l'expérience client. En très simple, c'est ça. Ça veut dire que on va pouvoir créer des expériences plus personnalisées pour les clients, en fonction des produits qu'ils ont vus, en fonction des produits qu'ils ont achetés, en fonction des produits qu'ils ont ajoutés au panier. Ça va aussi nous permettre d'améliorer un peu l'expérience pour tout le monde sur le site, avec des recommandations produits. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais donc, au global, Nosto, c'est une solution qui nous permet d'avoir une expérience client un peu plus sur mesure, et donc d'essayer d'aller chercher un peu plus de chiffre d'affaires et de conversion. C'est ça la finalité. Et ça se passe très très bien. Donc mieux travailler ta base existante, ta base de... voilà, exactement. En fait, essayer de proposer des expériences qui sont au plus proche des attentes de nos clients pour leur proposer les produits qui sont susceptibles de leur plaire et qui les intéressent. Pour qu'eux, ils aient une expérience, je vais dire, plus efficace et au plus proche de leurs attentes. Et pour nous, d'essayer de convertir un peu plus et de faire plus de chiffres. Donc c'est à ça que ça nous sert, Nosto. Super. Quels sont les autres outils? Vous êtes toujours sur Shopify déjà? Toujours sur Shopify, sur la partie vraiment client. Vous avez développé votre back-end? Voilà, on a développé, en fait, on a refait tout le back-end pour gérer toute la partie vendeur, toute la partie sourcing, pour toute la partie pricing, toute la partie logistique. Donc maintenant, Shopify, c'est qu'une petite brique, c'est vraiment la partie client. Et tout le reste, ça a été développé en interne. Et sinon, dans les autres outils qu'on utilise beaucoup, récemment, on a mis en place Eulerian, un outil d'attribution. Ça, c'est pas mal parce que quand tu bosses avec 4-5 plateformes différentes d'acquisition payante, avoir un peu plus de visibilité sur d'où viennent les ventes, à quel moment ils sont rentrés par quel endroit, et avec un peu d'objectivité, parce qu'évidemment, chaque plateforme prêche pour sa paroisse sur les dashboards qu'ils te proposent. Et tu arrives à gérer la rupture de canal, ou en tout cas du premier dernier clic On est in progress sur ce truc-là, on l'a mis en place il n'y a pas longtemps. C'est un enjeu, hein. Je sais pas si quelqu'un a trouvé C'est un très très gros sujet. On a eu très bon de retour de l'Ariane, donc on espère que ça nous permettra d'avoir un peu plus de visibilité là-dessus, parce que quand tu commences à dépenser des gros budgets, c'est bien d'avoir un regard assez fin et granulaire sur ton tunnel pour savoir où tu appuies. Exactement. Exactement. Où est-ce que tu mets un peu plus d'argent. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais l'Ariane, c'est ulerian.com, et c'est vrai que sur le podcast on n'en parle pas beaucoup. Intégration technique difficile, mais sinon après je pense que ce sera d'une grande aide. Ok. Et Nosto, c'était nosto.com. Donc Eulerian, Nosto, Alma pour le paiement plusieurs fois. Ouais. Alma pour le paiement plusieurs fois, c'est super bien.
J'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur cette boîte. Non, mais globalement, on a eu la chance de faire partie des premiers clients. On a une bonne partie de notre checkout qui se font en plusieurs fois. On a des produits qui sont relativement chers, donc c'est sûr que ça fait du sens. Et ça permet aussi aux gens de se faire un peu plus plaisir. Et de manière très pratique, Alma, ça coûte pas beaucoup plus cher qu'un PSP classique. Même moins cher qu'un PayPal, par exemple. Et tu vois, ils te payent quelques jours après avoir encaissé les fonds. Et eux, ensuite, s'occupent de collecter les échéances, sachant qu'ils font 2, 3 et 4 fois, je crois. C'est presque de l'affacturage. C'est marrant. Ouais, exactement. Je fais un parallèle avec le métier de conseil, quoi. Ah, bah oui. Et voilà, et on a Wisp pour quelques notifications sur le site. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de mettre des pop-up en fonction des actualités, des événements, des dernières sorties. Donc c'est chouette. Et après, un bon point sur Shopify. Wisp, c'est wisp.so, pardon, Wisp. Et Shopify, tu disais, pardon. Shopify, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, tu as un store avec beaucoup de trucs qui sont clés en main. Donc tu peux mettre en place pas mal de services super facilement, quoi. Et donc le thème front, c'est ça qui me fait marrer le plus, mais est toujours celui que vous avez acheté au début. Ouais. Et vous l'avez pas twisté, pas modifié, pas tordu, pas encore en tout cas. Non, mais après c'est un thème sur lequel tu as vraiment plein d'options possibles. Ouais. Tu peux acheter ce thème et faire probablement 10 homepages différents. Et mais vous restez dans les options offertes. Ouais, on reste dans les options offertes. Donc marrant. là, on est dans les derniers mois parce que ça commence à craquer. pousse un petit peu. Mais oui, surtout, je pense qu'on va faire évoluer beaucoup de choses là. Donc, ce sera le titre de l'épisode. Hein. Comment faire 100 millions d'euros sur un thème à 100 euros. Ouais, ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour fin 2021 et 2022 en dehors de craquer TikTok? Qu'est-ce que tu me dis dans un an quand tu reviens en ketchup? Que les gens sont toujours aussi contents de venir bosser chez nous, qu'on continue de grandir, que nos clients sont contents du service qu'on leur propose et que on a commencé à mettre 2-3 pieds à l'international. Ça, ce serait bien. 2-3 pieds. Tu me disais qu'un tiers de tes ventes sont en France au début. Non, c'est le sourcing. Ouais, c'est le sourcing. Ah, c'est le sourcing. Ouais, okay. Non, aujourd'hui, on fait 90% des ventes en France. 90% des ventes en France. Non. Le plus important, ça reste créer un endroit dans lequel les gens sont contents de venir bosser, dans lequel ils apprennent, ils grandissent, ils s'épanouissent. Proposer un service qui a de la valeur pour les clients et dont ils sont satisfaits. Parce que c'est quand même ça, c'est génial de monter la boîte avec tout l'aspect financier, etc. Mais l'aspect humain, je trouve c'est ça un des trucs les plus importants. Et aussi créer un service dans lequel les gens sont fiers, dont ils parlent à leurs amis, quand ils reviennent chez vous pour recommander. Donc ça c'est vraiment le truc qui, en tout cas à titre perso, est très gratifiant. Et après, d'un point de vue beaucoup plus business, continuer de croître sur la lancée qu'on a actuellement et poser les premières briques à l'international, parce que je pense qu'il y a une vraie place de leader à aller chercher et que pour l'aspect un peu plus ambition, on a vraiment envie d'aller chercher cette position de leader en Europe en tant qu'acteur européen. Il y a de la place, il y a un marché qui est en pleine évolution, c'est un marché qui nous passionne, qu'on comprend bien, sur lequel je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, donc j'espère qu'on aura quelques beaux accomplissements d'ici là. Vous étiez à l'équilibre vous avez fait une levée en seed 1 an et demi après avoir lancé, c'est ça? Donc de fin 2019. Ouais, tout à fait. Et là, vous venez de faire 10 millions. Ouais. Vous étiez à l'équilibre? En termes de rentabilité? Ouais. Ça dépend des mois. Il y a des mois sur lesquels on est rentable, il y a des mois sur lesquels on n'est pas rentable. On a été très privilégiés l'année dernière avec ce qui se passait d'un point de vue sanitaire. On a continué à faire de la croissance, on a continué à embaucher. Donc, on a eu une belle année 2020. Donc, oui, évidemment, les mois de confinement ont été bons pour nous. La fin d'année, c'est des mois qui sont bons pour nous aussi. Les gens achetaient beaucoup sur Internet. Donc, l'année 2020 était bien et 2021, ça va dépendre aussi des périodes. On est quand même dans une logique où, pour faire x3 ou x4, il y a quand même des bons budgets à dépenser en acquisition. Ouais, c'est ça. Et même en termes de recrutement, là, on est en train de vraiment se renforcer d'un point de vue technique pour construire toute notre solution en interne. Ça coûte de l'argent. Donc, on est quand même dans une logique d'investissement, de croissance, déploiement international. Donc, le plus important, c'est d'avoir une croissance saine. On a la chance, tu vois, de se rembourser d'un point de vue acquisition sur la première commande. Donc, on a un business model qui, quand même, se tient bien. Maintenant, il faut fidéliser les clients et ensuite, il faudra leverage toute la solution tech qu'on a. Il y aura aussi un peu d'économie d'échelle. Mais pour l'instant, c'est... Quel est le taux de repeat? Aujourd'hui, on a, je dirais, à peu près 20% de nos clients 20% des commandes chaque mois qui sont des clients qui ont déjà commandé. Ok. Donc, avec le rythme de croissance actuel, c'est pas mal.
Ça veut dire que si on grandissait pas, il y aurait probablement beaucoup plus de gens qui recommandaient tous les mois. Mais ouais, si on arrive à garder cette croissance et ce taux de repeat, c'est cool. L'augmenter un petit peu chaque année, ce serait bien. Et après, il y a un jour où, si le sujet c'est faire une boîte rentable avant tout, il y a beaucoup de leviers sur lesquels on peut jouer. Mickaël, merci infiniment pour ton temps, ta transparence, c'était passionnant. J'espère que tu as passé un bon moment. Pour moi, j'ai appris plein de trucs. Et j'espère que vous aussi, évidemment, chers auditeurs. Mickaël Holzman et David Benaïm pour WeTheNew.com. À bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.